bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du deuil animalier. Je suis Malicia, accompagnante au deuil animalier et créatrice du compte Annie Deuil sur Instagram, ainsi que de ce podcast, Au cœur du deuil animalier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'ouvrir un espace très spécial, rempli d'amour et de souvenirs. Mon invitée a accepté de venir nous parler d'un lien exceptionnel, celui qu'elle partageait avec sa chienne Tahiti, une petite âme lumineuse, partie beaucoup trop tôt. Née à la maison, Tahiti avait tissé un lien indescriptible avec sa famille, un lien que même le temps ne pourra jamais effacer. À travers cet épisode, nous allons lui rendre hommage, honorer sa mémoire et parler de ce que représente la perte d'un animal aimé comme un membre de sa famille. Si cet épisode te touche, je t'invite à partager autour de toi et à laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute. Ensemble, nous faisons rayonner l'amour que nos compagnons laissent derrière eux. Bonjour Lucille. Bonjour Malicia. Aujourd'hui, tu as voulu venir à mon micro pour témoigner. On va découvrir en fait ton histoire, enfin du moins votre histoire, et tu vas en parler beaucoup mieux que moi. Tu souhaitais nous partager l'histoire de toi et Tahiti. C'est ça. Je vais rendre hommage par cette émission, je pense. Eh bien, tu vas nous en dire un petit peu plus tout de suite. Tahiti est né chez toi, c'est bien ce que tu m'avais dit, ce qui est assez rare. C'est vrai que d'habitude, quand on a un chien, on le prend chiot, mais c'est rarement né à la maison. Est-ce que tu peux nous raconter sa naissance et ton ressenti finalement à ce moment-là, quand il est arrivé dans ta vie? En fait, moi j'avais donc sa maman à la maison. J'avais déjà vu le porter et j'avais mis beaucoup de temps à accepter d'en faire une deuxième parce que sur la première, j'avais eu Pacha, qui était atteint d'hydrocéphalie, donc malformation du cerveau. Et après concertation avec des vétérinaires et des tas de discussions, ils m'ont certifié que c'était pas génétique, chez le Golden en tout cas. Et donc j'ai retenté l'expérience. Et je vous avoue que la naissance des chiots, c'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup parce que la première fois, on avait une petite qui était morte-née. J'en avais que 3, une morte-née, un malade. Et là, je me suis dit, il faut pas que ça recommence, quoi. Je suis forte, mais à un moment donné, voilà. Et au final, je me suis dit, vis cette portée à fond, quoi qu'il arrive. Et en fait, tout s'est très bien passé. La mise bas, elle a été fabuleuse et je suis très, très heureuse là-dessus. Mais la première qui est née, ma Miss Orange, qui est Miss Tahiti, du coup. Quand elle est née, à la seconde où elle est née, j'ai compris qu'elle avait le problème de son frère. Et je l'ai gardée pour moi parce que je voulais pas faire mal à mes parents qui étaient avec moi. Et je l'ai gardée intérieurement, mais j'ai vite compris. Donc j'ai été vite très attentive à elle. Donc je l'ai surveillée, j'avais un regard, je savais en fait ce que c'était la maladie, donc je me suis dit je vais observer chaque moment de son évolution et petit à petit ça s'est confirmé. Donc c'est une petite chienne qui était la plus grosse à la naissance et qui en fait a commencé à avoir du mal à téter et petit à petit elle a pris un petit peu de retard sur ses frères et sœurs, mais elle était géniale et voilà quoi. Quand on l'a mise au monde, c'est un cadeau. Je me souviens encore de sa naissance. Tu parlais de cette maladie dont est atteinte Pacha, donc tu connaissais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette maladie? L'hydrocéphalie, c'est une malformation du cerveau, donc on a tous du liquide dans le cerveau. Le liquide, normalement, il est autour du cerveau et il fait comme un airbag. Donc il protège le cerveau des chocs. Sauf que chez eux, il est mal situé et en fait, il écrase le cerveau et il s'évacue pas comme il faut. Normalement, il fait un circuit, il s'évacue par la moelle épinière et il revient. Et chez eux, en fait, comme il n'arrive pas à s'évacuer correctement, le cerveau il est coincé entre ce liquide et le cerveau se développe pas. Donc les chiots ou les humains, ça arrive chez les humains évidemment, ont des retards ou des troubles divers et variés. Essentiellement, ce qui peut être très à risque chez eux, c'est l'épilepsie. Mais avec un traitement, moi, ils le vivaient tous les deux très bien, en tout cas. Avec le traitement mis en place pour les crises d'épilepsie qu'on connaît éventuellement. Ouais. Et les corticoïdes pour drainer le liquide qui est trop intense. Et quelle place, du coup, occupait Tahiti dans ta famille et dans ton quotidien? Alors,
Au début, bon, évidemment, c'était un chiot que je devais pas garder, donc j'essayais de pas m'attacher. Mmh. Mais bon, même si on s'attache à tous les chiots, je me suis plus attachée à elle. Mes parents avaient l'arrière-grand-mère de Pacha, donc l'arrière-grand-mère de Tahiti, qui avait presque 15 ans et qui était en fin de vie. Et Cannelle, elle est partie quand les chiots étaient encore à la maison. Et j'ai eu un peu la sensation que c'était Tahiti, c'était le passage de relais. Donc elles se sont connues, un laps de temps très court, mais elles se sont connues. Elles ont eu des interactions assez jolies, j'ai des petites vidéos assez émouvantes là-dessus. Et donc quand Cannelle est partie, je crois que même si Tahiti était malade, je crois que elle nous a beaucoup aidés à accepter le départ de Cannelle. Alors mes parents étaient prêts à garder Tahiti, mais moi je voulais pas. Je voulais qu'elle soit, enfin je pouvais pas la laisser. Même s'ils habitaient à côté, c'était ma chienne. Elle est devenue la vraie rayon de soleil de la famille. Voilà, c'est la petite dernière. Alors elle avait un caractère hyper chiant avec Mila et c'était vraiment la chieuse. C'est-à-dire qu'elle l'embêtait, elle lui sautait dessus, elle était dynamique. Mais par contre, je pouvais l'emmener partout, toute seule. C'était la crème de la crème. J'allais au resto, tout le monde me disait mais c'est pas possible, on voit même pas qu'il y a un chien et on l'emmenait partout, mais littéralement. Vraiment, c'était une chienne très très facile et en fait, elle a toujours gardé une taille de chiot d'environ 5 mois. Donc, je peux vous dire que dans la rue, c'était la petite chouchoute. Oh, un chiot, alors qu'elle avait déjà 1 an et demi, 2 ans et c'est vrai qu'elle était, voilà, notre rayon de soleil. Elle avait un petit gabarit parce que c'est ce que tu disais, c'était un golden, donc on voit les golden très grands quand même pour que les auditeurs se fassent l'image. Donc elle était vraiment petite en taille. Elle faisait la moitié, elle faisait 15 kilos quand un golden fait 30 à peu près. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà. C'était un petit gabarit. Voilà, très petit, taille cocker. Si tu devais résumer votre lien en un seul mot, lequel ça serait? Évidence. Je crois que c'est ça. Parce que j'ai pas pu contrôler le lien que j'ai eu avec elle. J'ai retrouvé des photos où je savais pas qu'elle avait une hydrocéphalie. Alors je précise que c'est pas ce qui a causé son départ, hein, parce que je veux pas que les gens croient que c'est l'hydrocéphalie qui l'a. Je la prenais, j'ai retrouvé des photos. En fait, je voulais pas faire de tout. En fait, je crois que j'étais tout le temps avec elle. C'était évident. Et même quand elle est née, je l'ai vue, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est belle. En fait, sa grosse tête différente, mais moi, je l'ai aimée tout de suite. Donc, ouais, c'était une évidence. Quand tu as compris d'ailleurs qu'elle était malade, tu peux nous parler un petit peu de ces mois de combat que tu as connus et que tu as accompagné finalement avec elle? Alors, c'est très compliqué parce que, moi, j'avais une chienne malade de naissance. Donc, je m'étais dit, si elle a un problème, je sais que le risque, c'est qu'elle fasse des crises d'épilepsie. Elle en a fait une seule. Et en fait, l'hydrocéphalie, je l'ai jamais vue chez elle. Donc moi, je me suis dit, elle est bien, hein, franchement, peut-être qu'elle va, du coup, il n'y aura jamais de problème. Et puis, un jour, elle a pas mangé. Je l'ai même mis sur mes réseaux et c'est pour ça que je veux mettre en garde les gens parce que tout le monde m'a dit, oh, mais il fait chaud, elle a juste pas faim. Je lui ai dit, écoutez, je pense pas. Moi, j'ai des golden qui mangent, donc je m'inquiète quand même. Et puis, elle avait une haleine particulière depuis quelques jours et c'est compliqué, hein. Aller voir le veto, dire ma chienne a une haleine particulière. Et en fait, ils ont eu beaucoup de mal le premier veto me dit non, elle va très bien, votre chienne. Elle la regarde sur la table. C'était un jeune, hein, qui remplaçait ma veto. Très très bien, votre chienne. Je lui dis, et la laine? Elle me dit, oh, non, il l'a même pas senti, quoi. Et j'ai dit, je vais prendre rendez-vous chez son autre veto parce que je sais qu'il y a quelque chose. Mais moi, je pensais à une rage dedans. Donc voilà. Et en fait, mon veto, j'y vais confiante, quoi. Enfin, je lui parle de la laine, il ouvre la gueule et je vois son visage qui se décompose et il m'annonce que c'est très probablement un problème rénal. Et là, le ciel me tombe sur la tête parce que même si j'ai jamais eu d'animal concerné, je sais qu'on ne peut rien faire pour les reins chez un chien. Mais il me laisse une petite espoir en me disant ça peut peut-être être soit un problème rénal congénital, ça serait très grave, soit une crise comme ça. Ça peut arriver qu'ils aient des crises, j'ai plus le terme là. Mais voilà. Et malheureusement, il s'avère qu'il a fait une échographie et qu'elle avait des reins de naissance mal formés. C'est vrai que on se refait tout le film, on se dit est-ce que j'aurais dû faire une échographie plus tôt en voyant qu'elle était petite mais j'avais mis la petite taille sur le coup de l'hydrocéphalie. Et je me dis est-ce que si je l'avais su plus tôt, je l'aurais pas empêché de vivre sa vie à fond, je l'aurais peut-être surprotégée.
Donc je sais refaire le film, ça sert à rien, mais c'est un tsunami. Je viens pour donner des médicaments à ma chienne, je repars sans elle. Il me dit qu'il la garde 8 jours en essayant de la perfuser. Et il me dit pas 8 jours, il me dit je vous la garde. Et puis le lendemain, c'était un jour férié, j'ai même pas pu aller la voir. Et laisser une chienne qui est épileptique, une chienne qui m'a jamais quittée toute seule dans une cage vetos, ça a été horrible. Et là, j'ai prié autant que j'ai pu pour qu'il lui arrive rien pendant son hospitalisation. Donc voilà, ça a été un tsunami complet. D'autant plus en vue du lien que tu avais avec elle, assez spécial finalement, ça n'a pas dû être évident de vivre tout ça. Même pour elle, comment elle a géré tout ça malgré tout? C'est une petite chienne que à la naissance, elle a eu des soucis plusieurs fois. Enfin, elle a eu un autre souci, j'ai failli la perdre à 6 jours. Et après coup, je me suis dit, peut-être que c'était aussi ses reins et je le savais pas. Et je l'ai biberonné. Donc, quand on biberonne un animal, on a un lien qui est très très fort. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, elle va se laisser mourir. Enfin, alors tous les soirs, je communique pas avec les animaux, mais moi, je me disais, si ça peut fonctionner, j'essayais en tout cas de lui envoyer des messages en m'endormant parce qu'il y a plus personne à la clinique, hein. La journée, je savais qu'elle était pas toute seule. Donc, j'envoyais des messages qu'elle était pas toute seule. Je demandais à mon père de le faire. Enfin, je demandais à tout le monde. J'ai même fait une com animale de quelqu'un pour qu'on lui dise que je viendrais la chercher. Et quand on allait la voir, en fait, elle dormait. On venait la voir, des fois, on restait 1 heure chez le veto. Elle dormait dans nos bras pendant 1 heure. Parce qu'en fait, elle était tellement fatiguée et je pense qu'elle dormait pas là-haut. Le bruit, la solitude. Donc, elle dormait qu'une fois qu'elle était dans nos bras. Et je me souviens d'une assistante veto qui m'avait dit, oh non, mais restez, elle est trop bien là. Et j'ai une photo, la tête dans le vide, elle se laissait aller complet, tellement elle était rassurée d'être avec nous. Donc en fait, elle l'a bien vécu parce qu'elle l'a surmonté, mais elle l'a très mal vécu. Après ça, j'ai déposé une chienne en fait qui était malade parce qu'elle mangeait plus, mais qui était en pleine forme. La veille, elle avait couru et j'ai récupéré un chien squelettique. C'était plus pareil. Donc 8 jours d'hospitalisation, ça l'a détruite Et je présume toi aussi en la récupérant comme ça. aussi. Ça c'est sûr. Tu disais tout à l'heure qu'elle n'était pas partie de cette maladie, la même maladie que Pacha a également. C'est sa maladie rénale qui l'a fait partir? Oui. Elle est partie rapidement ou ça a duré longtemps? Alors moi, au bout de 8 jours, le vétérinaire me dit on a tout testé, on a vérifié que c'était pas une maladie sous-jacente, leptospirose ou ce genre de choses. J'espérais tellement. On a eu des hauts et bas, on a cru parce qu'il a vu du sang dans ses urines, donc il a pensé que c'était une infection. On a tout essayé et quand on a compris que il m'a laissé sous-entendre on peut encore essayer, je lui ai dit non. Là, c'est 8 jours. Je lui dis vous l'avez eu 8 jours, vous avez tout fait, les taux ne baissent pas. Moi, je veux récupérer ma chienne. Je veux que si on n'a plus qu'un peu de temps, donc il m'a dit que ça se comptait pour lui en quelques jours ou quelques semaines. J'ai pris ma chienne, je suis partie. Je n'en veux pas à ce veto, il a fait ce qu'il a pu, mais à la clinique oui parce que ça a été très compliqué l'hospitalisation. Et je suis allée chez mon autre veto du coup qui n'était plus en vacances et je lui ai dit écoutez, je vous amène ma chienne, vous faites le check-up, vous pouvez demander à tout le monde, à tous ceux que vous connaissez. S'il y a le moindre truc à essayer, j'essaye. Sachant que le seul truc qu'on pouvait pas faire, tout ce qu'on fait chez les humains, on peut pas faire la greffe et on ne peut pas faire j'ai plus le mot. De dialyse, voilà. Dialyse, on peut, mais quand c'est pas une insuffisance chronique. Donc elle, c'était chronique, donc on ne pouvait pas. Et mon vétérinaire a fait une écho devant moi, m'a confirmé que c'était de naissance, que là ses reins fonctionnaient encore un peu, qu'elle pouvait tenir comme ça, mais voilà, on savait pas quoi, que ça pouvait être rapide comme très long, enfin un petit peu plus long. Il a tout regardé, on a cherché des choses, on a testé des traitements expérimentaux et on a eu des moments en fait où elle allait très bien. Je retrouvais ma Tahiti qui courait, qui jouait et puis le lendemain elle mangeait plus. Et donc on a tenu comme ça presque 3 mois. Mais c'était devenu très difficile parce que moi je devais partir au travail et quand je partais au travail, il fallait que j'ai réussi à la faire manger parce que je pouvais pas infliger ça à ma mère qui la gardait. Donc quand elle mangeait pas, il fallait que, comme les reins, ils ont besoin de nourriture. Si elle mange pas, ça accélère Donc j'avais des boîtes de pâté. Quand elle voulait pas, j'étais obligée d'insister, de l'aider. Alors c'était pas très agréable pour moi comme pour elle, mais on passait cette crise-là. On faisait des perfusions et puis des fois elle repartait pour 10 jours en pleine forme.
Donc en fait, chaque crise, on avait l'impression, enfin, c'était vraiment des montagnes russes. Donc au final, c'est très compliqué de savoir quand c'est la dernière crise. J'appréhendais, mais à chaque fois, j'avais cet espoir de me dire, bah, les perfusions agissent bien, donc peut-être qu'on peut tenir. Donc je m'étais fixé, c'était octobre, l'anniversaire de son frère. Après, je m'étais fixé Noël, et puis j'avais prévu des petites échéances à court terme. Elle aurait au moins tenu l'anniversaire de son frère. Ça fait combien de temps, du coup, que Tahiti est parti? C'est assez récent encore. Ça va faire 6 mois le 5 mai. Et comment tu vis, toi, son absence aujourd'hui? Très mal. Très mal parce que je sais que j'ai un chien qui a 14 ans et 2 mois. Je sais que lui aussi, il sera amené à partir rapidement. Peut-être pas rapidement, peut-être qu'il va me surprendre aussi. Je sais qu'il y en a qui ont 16 ans, mais dans ma tête, je m'étais fait un schéma. Je pensais que c'était ordonné. Enfin, je sais qu'on peut perdre un animal à tout âge, mais pas à 2 ans. Pas à 2 ans. Mmh. Et on venait de fêter ses 2 ans en juillet, juste avant le diagnostic. Et en fait, je me suis dit, bah c'est bien. T'as du temps, tu l'as récupéré de l'hospitalisation, tu vas pouvoir te préparer à son départ. Et je me disais, c'est bien parce que je vais savourer. Chaque jour, j'ai croqué chaque jour qui venait, mais en fait, quand elle est partie, je me suis rendu compte que le lien que j'avais avec elle était bien plus fort que j'imaginais. Vraiment bien plus fort. Et donc, du coup, ben, elle me rappelle Gao là-dessus, c'était vraiment la joie de vivre, quoi. C'est pas que les autres sont pas joyeux, hein, ils sont très joyeux, mais elle était tout le temps pétillante, tout le temps. C'était Pacha, il n'y joue pas, elle jouait tout le temps, donc sa mère ne joue plus. Enfin, on voit, il y a un vide incommensurable. Donc c'est vrai que c'est très difficile. D'autant plus que tu as plusieurs animaux, toi, à la maison, et c'est vrai qu'ils sont tous uniques, on tisse tous un lien, on les aime tous très fort, mais chaque lien est unique et c'est jamais finalement la même personnalité, le même animal. C'est vraiment unique et propre à chacun, ce lien qu'on entretient. Et je pense que tu es bien placé pour en parler. Ah oui, oui, j'ai vraiment, pour le coup, j'ai 4 caractères différents et vraiment, je les aime tous d'une façon différente. Enfin, je les aime tous, mais c'est pas le même lien que j'ai avec chacun. Mmh. Et après, j'avais déjà perdu des animaux, hein, donc je sais ce que c'est que le deuil d'un animal, mais c'est ce que j'ai dit à mon travail. Je leur ai dit, écoutez, je peux pas vous expliquer pourquoi je suis détruite comme ça, mais je pense que la brutalité de sa mort, la brutalité du diagnostic, enfin, il y a beaucoup de choses qui font que le fait que je l'ai mise au monde. C'est vrai que aujourd'hui, c'était la dernière de cette belle petite famille et c'était pas prévu que ce soit comme ça. Même si j'ai envie qu'aucun ne parte, évidemment, hein, mais je me dis que le jour où un chien comme Cannelle de 15 ans, il part, c'est très dur, mais on sait qu'on a vécu avec. Et moi, Tahiti, il me reste que j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Elle a jamais vu, la Corse, elle a jamais vu la montagne. J'ai réussi à lui faire voir la mer. J'avais insisté, c'était le mois de juin en vacances. Je savais pas qu'elle allait partir. Et on était passé pas très loin. J'avais dit à mes parents, mais si, on va faire un détour. Ils m'ont dit, mais non. Je dis, si, je veux que Tahiti voit la mer et pas ça aussi. Et j'ai vraiment été lourde. Et je me dis, bah finalement, je sais pas si c'est mon inconscient ou quelque chose, mais 2 mois après, j'apprenais sa maladie. Et je me dis, bah, elle a vu la mer. Elle a adoré. Pour une Tahitienne, c'est bien. Et du coup, tu as bien fait d'assister. Et ben voilà, j'aurais dit, vous voyez, au moins j'aurai une photo, une vidéo de Tahiti découvrant la mer. Même si aujourd'hui, j'espère qu'elle peut se baigner comme elle veut. Oui, et puis il y a aussi tout cet accompagnement que tu as fait auprès de Tahiti. Il y a eu sa naissance et tu l'as biberonné, donc ça crée un lien très fort. Et en plus, cet accompagnement que tu as dû avoir pendant tout ce combat près d'elle, enfin, le lien, c'est tout juste. Enfin, je peux même pas le qualifier. Il y a que toi et Tahiti qui savez le lien que vous avez vécu l'une et l'autre. Je pense que oui, c'est un peu comme les aidants chez les humains. En fait, on se voue d'un certain côté. Des fois, je me dis, tu te rends compte si elle était encore là, parce que la vie que j'avais quand je l'aidais pour sa maladie, je le faisais avec tellement d'envie parce que j'étais épuisée, parce que c'est vrai que c'est épuisant. Un animal qui ne mange pas et qu'il faut aider, et les perfusions, et elle avait plus de veines, donc on faisait des perfusions sous-cutanées à domicile.
Mais quand je voyais comme elle était heureuse, je me disais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se battre. Je me rendais pas compte de tout ce que ça impliquait, mais évidemment, les autres passaient un peu à la trappe. C'est-à-dire que les repas avec Tahiti, ça prenait du temps parce qu'il fallait toujours trouver les choses qu'elle voulait. Et les soins, parce qu'elle avait eu aussi des soucis après l'hospitalisation. Donc, il y a eu des soins. Et puis, je l'emmenais tout le temps avec moi parce que je voulais plus la laisser. Donc, on a même plus une poussette. Je me foutais du ridicule des gens, mais moi, ma chienne, je voulais qu'elle vive tout. Donc, pendant ces 3 mois, elle a tout fait. Et 2 jours avant son départ, elle était en ville, place Stanislas. Elle marchait. Et elle s'est encore fait arrêter par 3 personnes qui l'adoraient parce elle était mignonne. Et des gens qui m'ont dit oh Tahiti, et je me dis elle leur faisait la fête mais comme jamais, elle remuait la queue, elle leur a sauté dessus comme elle savait si bien le faire. Je me suis dit c'est fou, elle avait mangé sa gamelle, mais j'avais appelé mon père ce matin-là en disant oh, papa, tu trouves trop belle journée, c'est Tahiti, elle a tout mangé sa gamelle, enfin c'était fabuleux. Donc on se faisait vraiment des petites joies, mais tout tournait autour d'elle évidemment. Chaque petite victoire était fêtée. Complètement. Et tu disais d'ailleurs qu'à ton travail, ils comprenaient pas forcément pourquoi tu étais aussi peinée de sa disparition. Et tu me disais aussi que tu gardais ta peine pour chez toi, car finalement beaucoup ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens qui ne comprennent pas ce type de deuil? Alors, non, au travail, je peux pas dire qu'ils n'ont pas compris parce que j'ai eu un chef vraiment adorable. Donc, et puis en plus qui suivait les histoires de Pacha et Tahiti. Donc non, mon chef a été très compréhensible. J'ai eu un arrêt quand même parce que j'étais pas en état le week-end juste après. Il a accepté de me mettre en télétravail parce que je voulais plus et je pouvais plus voir de gens. C'est encore très difficile aujourd'hui parce que justement je faisais semblant, mais parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas légitime. Moi, dans mon cœur, je sais que j'ai perdu comme un enfant. J'ai eu des réactions physiologiques qui se ressemblent à une perte d'un enfant. Et moi, je l'ai fait naître. C'est vraiment le lien d'un enfant qu'on avait, même si c'était pas mon enfant et que je le sais. Mais la présence, elle était là H24, on vit avec eux. Et cette disparition-là, elle n'est pas légitime au nom de la loi. Donc, un parent, ou tu perds un parent, tu perds quelqu'un, il y a des noms. Il y a des noms. D'ailleurs, il y a pas de nom justement pour perdre un enfant. Je crois que j'avais vu un reportage. Non. Mais il y a des noms quand on perd ses parents, il y a des noms quand on perd... voilà. Et au final, quand on perd son animal, les gens comprennent qu'on est triste, mais voilà, tu peux être triste une semaine, quoi. Au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, et puis d'un moment, ils disent, bon, elle nous saoule. Donc, tu mets ta carapace, tu souris, et puis tu rentres chez toi et tu pleures parce que chez toi, tu sais que t'as le droit d'être triste. Et là, ça fait 6 mois, et si je me mets à pleurer parce que je dis que j'ai perdu ma chienne, je pense qu'il n'y a pas grand monde à part ceux qui ont des animaux qui comprendront. Donc, oui, c'est difficile. J'aimerais bien qu'on évolue là-dessus. Il y a encore du travail, et c'est vrai que c'est par le biais de témoignages et d'actes comme tu fais aussi qu'on arrivera peut-être à faire comprendre la douleur de perdre un animal. C'est assez rigolo finalement que tu en parles. J'en ai parlé il y a pas longtemps où effectivement quand tu es un enfant, que tu perds tes parents, il y a un mot pour définir, tu deviens orphelin. C'est un mari ou une femme qui perd son époux, elle devient veuve ou veuf. Maintenant, pour les mamans qui perdent leur enfant, il y a un mot qui a été créé, c'est les mamanges. On les appelle doucement les mamanges. Ce mot commence tout juste à naître. Et moi, je sais que les personnes que j'accompagne et qui perdent en fait un animal de compagnie, j'aime bien les appeler les anideuillés. Tout simplement parce qu'ils traversent un anideuil. Et voilà, ça les regroupe, ça les définit. Et j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas de mots. Et c'est vrai qu'il y a du travail encore à faire là-dessus et une vraie reconnaissance à avoir. Un nom reste un nom, mais on le sait que dans des témoignages que les mamans qui perdent un enfant, par exemple, de savoir qu'il y a d'autres personnes, c'est comme créer une communauté, et c'est pas que ça va rendre plus facile la chose, mais ça permet d'avoir la sensation d'être compris, plus ou moins. Et du coup, c'est vrai que Anideuil, c'est une belle forme aussi de reconnaître que nos animaux ont une place, ils ont une place dans notre vie, mais ils ont une place aussi quand ils nous quittent, et il faudrait vraiment que quelque chose se fasse pour qu'on puisse être reconnu, que notre peine soit... C'est pas qu'elle a besoin d'être reconnue, mais au moins acceptée. Oui, et entendue. Et respectée aussi. C'est ça. Parce que je pense que moi, je comprends des gens... j'ai pas d'enfant, mais je comprends qu'une maman qui perd un enfant soit détruite, évidemment. Je peux pas...
je peux comprendre que quelqu'un qui perd un parent, j'ai des parents, mais je veux dire, je peux comprendre chaque peine de chaque personne, quel que soit on a tous des liens différents avec les gens ou avec les animaux, et on est personne pour juger de la douleur de quelqu'un. La peine, elle est très individuelle, donc je pense faudrait être plus tolérant et se dire, bah, il a perdu son animal, il est triste, et bah, il a le droit d'être triste. Il a le droit, et il n'y a pas de durée, il n'y a pas de temps pour faire son deuil. Et c'est pas si quelqu'un en une semaine va mieux, ben c'est comme ça chez lui. Mais si quelqu'un met 10 ans, c'est pareil. Il faut accepter qu'on puisse, on a tous des liens différents, des histoires différentes, et je pense que le respect est important. Oui, je te rejoins totalement là-dessus, et puis l'écoute aussi, parce que c'est vrai que ce que j'observe moi dans le deuil animalier, c'est que beaucoup de personnes, je sais pas si tu as connu aussi cette période-là ou que tu la connais à l'heure actuelle, mais beaucoup de personnes s'auto-censurent parce que faut pas montrer qu'on est triste, faut pas dire qu'on est triste, et parce que tout le monde trouve ridicule d'être triste parce qu'on a perdu un animal de compagnie, alors que pas du tout. C'est un membre de la famille pour beaucoup, et tu partages des années de vie commune avec, que ça soit plusieurs années ou même sur une courte période, ça reste un lien fort et ça reste un lien unique. Donc c'est important d'échanger sur ça. Moi, ce que j'ai mal vécu, c'est quand on m'a dit mais tu savais, elle était malade. Alors parce qu'elle était malade de naissance, déjà c'est pas ce qu'il a condamné, et je lui dis mais vous savez, c'est pas parce qu'on le sait que ça rend le départ plus facile. Et après on m'a aussi dit mais t'en as 3, donc ça va t'aider. Mais en fait ça n'aide en rien, parce qu'au contraire tu es mal et tu dois sortir. Tu dois continuer à faire comme si tout allait bien pour eux aussi, parce qu'il faut pas que ça les impacte. Faut que tu continues à aller les promener, faut que tu continues à donner leur repas, et quand tu donnes leur repas, bah la 4e gamelle, t'en fais quoi? Quand je donne des gâteaux, aujourd'hui, je les coupe encore en 4. Et je me retrouve avec le 4e bout en me disant, bah non, faut le couper en 3. Et en fait, à chaque fois, les gens ils me disaient des choses qui m'aidaient pas finalement. Et c'est vrai que c'était plus facile des fois de dire, de dire que ça va, de dire que ça va, et parce que je me dis, on rentre pas dans les débats. Mais c'est très compliqué. Moi, j'avais vraiment beaucoup de colère aussi, et j'en ai encore aujourd'hui. Quand je vois des annonces de gens qui perdent leurs animaux parce qu'ils ont pas surveillé leurs chiens, ou des gens qui ont des animaux malades, mais de choses pas graves, et qui arrivent pas à relativiser alors qu'ils vont à leur animal. Alors que c'est pas juste, parce qu'ils ont le droit d'être malheureux aussi, mais moi, c'est juste une colère qui m'emporte, parce que je me dis, moi, j'ai plus ma chienne, et c'est même de la jalousie des fois, et c'est pas beau, mais ça se contrôle pas. Et dans ces moments-là, j'ai quitté tous les groupes de Golden, parce que c'était trop dur. C'était beaucoup trop dur, et je vois plein de gens qui ont des animaux avec des insuffisances rénales, et j'y arrive pas. Et là, comme un cercle vicieux, mes parents ont un chat qui est très vieux, qui a 18 ans, et qui a la même maladie de vieillesse du coup. Elle traverse un peu des étapes qu'a eu Tahiti, alors plus doucement, parce que c'est pas une maladie de naissance, donc c'est moins rapide, et chez le chat ça se soigne un peu mieux. Mais c'est très dur, parce que j'ai encore l'impression de revivre par moments quand on doit la perfuser, ou quand on doit là je l'ai en garde, et quand elle a du mal à manger, ça me rappelle ça te replonge dans tout ce que tu as vécu et connu avec Tahiti. Il n'est pas si loin, et ouais. Comment ont réagi le reste de ta petite meute au départ de Tahiti? Est-ce que tu as trouvé des changements de comportement chez certains, parce que eux aussi vivent un deuil finalement en même temps que toi, et c'est des fois pas toujours simple à gérer? Alors, faut savoir que Tahiti, elle est partie, c'était en urgence, elle était chez moi, et j'ai su que je la ramènerais pas. C'est pas comme si j'allais faire une consultation et que, évidemment, je savais pourquoi j'y allais. Et donc, dans ma peine, je me suis dit, il faut qu'elle dise au revoir aux autres. Elle était complètement morte. Je pense presque qu'elle était dans une sorte de coma, donc elle avait conscience, mais... Et quand je lui ai mis son frère devant elle, j'ai eu l'impression qu'elle reprenait conscience. Elle a regardé son frère, ils se sont touchés la truffe, et c'est ce laps de temps-là où elle a arrêté de trembler, elle était vraiment différente. Et je me suis dit, j'ai l'impression qu'ils se sont compris. Et donc elle a dit au revoir aux 3. On n'a pas toujours la chance de pouvoir dire au revoir. Des fois, elle serait partie en hospitalisation, elle n'aurait pas dit au revoir. Donc je me suis dit, je veux absolument qu'elle puisse dire au revoir. Quand je suis rentrée, évidemment,
c'était le soir, donc c'était la nuit, donc je sais pas trop ce qu'ils ont compris, parce que comme elle avait été hospitalisée, ils se sont peut-être dit de les ramener en hospitalisation, donc ils ont pas... Et puis petit à petit, son frère a commencé à... Alors déjà, il se lèche beaucoup d'habitude, mais là, il se léchait beaucoup les pattes. Et il a commencé à ne plus supporter, parce que c'est un chien qui est très compliqué en ville, et je le promenais plus le soir. Et le soir, je le laissais avec Tahiti, et il avait juste un petit bout à pied à faire ses besoins, mais la ville le stresse. Et en fait, je le laissais, et en fait, il a pas supporté parce qu'il y avait plus Tahiti, et il supportait plus de rester seul. Et encore aujourd'hui, je ne le laisse plus tout seul. Il avait des moments où il regardait dans le vide. Alors, je dis qu'il voyait sa sœur, j'en sais rien, mais... Et il reniflait dans le vide. Il humait dans l'air. Il le fait plus. Donc, c'est très bizarre. Il le faisait comme s'il y avait quelqu'un à côté de lui. Mm. Et il faisait des comportements assez particuliers. Et Mila, les quelques jours qu'on suivit, elle a eu des comportements qu'avait Tahiti. C'est-à-dire que Tahiti, les derniers jours, comme elle avait des fois des douleurs, elle gonflait les babines. Mais jamais ma chienne n'a fait ça. Et Mila s'est mise à gonfler des babines. Et elle me l'a fait 3-4 jours de suite. C'était très bizarre. Et elle avait plein de petits trucs comme ça. Et donc elle a réagi comme ça, mais elle a rien montré. Et puis Gao, c'est un dur à cuire. Donc je pense que lui, il a vu partir Cannelle, il a vu partir Tahiti, il doit se dire c'est le cercle de la vie. Je sais pas, Gao, je le vois comme ça. Si c'était un humain, je le verrais comme ça. Il se dirait, bon, bah, c'est le cercle de la vie. La force tranquille. C'est ça, un peu le sage de la tribu. Mais exactement, Gao, c'est le sage. Et je pense que ça l'atteint un petit peu parce qu'il l'aimait beaucoup, mais ça l'atteint pas, en tout cas, émotionnellement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais aujourd'hui pour continuer à faire vivre symboliquement Tahiti à tes côtés? Bah, déjà, je lui parle. Hein. Je parle aux 4. Donc, alors certains me disent, mais tu crois que ça leur fait pas mal? En fait, je ne veux pas qu'ils l'oublient et qu'ils croient que je l'ai abandonné. Donc, je lui dis souvent, bah, ta sœur ou ta fille, et je parle d'elle. Moi, contrairement à d'autres gens, je refuse de ne plus parler de quelqu'un qui est plus là. Donc, il y a des photos d'elle, il y a... Tous les soirs, j'embrasse l'urne où elle repose. Je lui dis bonne nuit, ma chérie. Donc, voilà, tous les soirs, et je dors avec sa petite peluche que je lui avais offert pendant ces 3 derniers mois. Voilà, c'est des petits trucs. Et puis j'ai un pendentif avec elle. Et c'est important parce que ça entretient le lien, puisque c'est un lien que tu construis là, à l'heure actuelle qui est différent de celui que tu avais maintenant, qu'elle est plus, mais c'est important de construire un autre lien et qu'elle continue à vivre à travers toi. Et puis d'une certaine manière, je sais aussi qu'elle vit à travers son frère, sa mère, son grand-père, parce que c'est le même sang, et je sais qu'à travers eux, elle est là aussi, mais moi j'ai besoin d'avoir ce petit rituel qu'on avait et qu'on aura toujours. C'est comme ça, c'est parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure avec la maladie. Ce qui est très difficile justement, c'est que comparé à d'autres cas, c'est qu'on est tout pour elle, donc tout est centré sur elle, et tout d'un coup il y a plus rien. Donc il y a plus certes tout ce qui est contrainte, si je puis dire, lié à la maladie, mais il y a plus tout le rituel qu'on avait, donc on a un vide, et je me suis retrouvée avec plus rien. La sensation de plus rien. J'étais vidée. Et ça, on s'en rend compte quand on vit avec une maladie qui prend autant de place, où on adapte tout en fonction des besoins de l'animal, et finalement c'est le vide, c'est le néant, et c'est pour ça que j'avais besoin de continuer un rituel où elle est encore là, et voilà, C'est ce qui est assez paradoxal, c'est que, comme tu le dis, tu as ressenti un vide parce que tu l'as accompagné, parce qu'il y avait des rituels, et malgré tout, tu as ressenti ce vide, et on se dit c'est assez paradoxal, puisque à côté, tu avais aussi le reste de ta petite tribu qui était présente, donc c'est vrai qu'il occupe beaucoup de place, mais malgré qu'on soit entouré, c'est assez paradoxal de ressentir aussi ce vide. C'est difficile aussi à expliquer. Oui, c'est difficile à expliquer. Même moi, parce qu'aujourd'hui, je me dis, en plus, je suis quelqu'un de très actif, donc je me suis noyée dans mes créations, parce que je fais des créations. Je me suis noyée là-dedans, donc j'étais occupée, mais il y avait ce vide abyssal, parce que finalement, j'avais presque pas de temps quand elle était malade. Et là, je sais que j'avais du temps, mais j'avais l'impression c'était vraiment très particulier. Mais c'est un ressenti, c'est le corps qui fait comprendre, il y a plus rien, quoi. Donc, c'est très, très, très étrange. Donc, je me suis noyée dans des occupations. En fait, quand je fais quelque chose, je pensais moins, donc je m'occupais, j'arrivais plus à rester comme ça à attendre. Parce
culpabilisais presque parce que je me dis, je me disais que j'étais fatiguée quand il fallait l'aider et tout, j'étais fatiguée et tout. Et je me dis là, tu peux te reposer et même pas, tu te reposes en fait. T'as besoin de continuer ce truc d'être actif pour continuer à noyer le mental. Oui, c'est qu'on s'occupe l'esprit pour éviter d'être confronté à toute la réalité derrière qui est ultra violente quand on se le prend de plein fouet. Ça, c'est indéniable. C'est clair. Mais avoir derrière des petits hobbies, des petites occupations, c'est ça aussi qui nous fait tenir et qui nous fait aller de l'avant. J'ai fait, dans la façon aussi de lui rendre hommage, j'ai changé le nom de mon entreprise en fait par son nom. C'est pour ça que quand je fais des créations, je me dis j'ai l'impression que c'est elle. Comme c'est son nom, il y a cette sensation de continuer quelque chose et il y a son nom, du coup il y a sa photo partout et comme ça elle est toujours là. Je me suis longtemps posé la question parce que c'est compliqué de changer le nom d'une entreprise après de longues années, et en fait je me suis dit je peux pas. C'était évident, peut-être que c'est elle d'ailleurs parce que la nuit des fois j'ai des flashs de création qui me venaient et je me dis ça se trouve c'est elle qui m'envoie des idées, je sais pas, et inconsciemment, et je me suis dit j'ai l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose et là je me suis dit faut que ça porte son nom. D'ailleurs, quand tu parles de création, tu m'as confié que tu étais en train d'écrire son livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors c'est ça aussi, paradoxalement, c'est un peu cruel, mais j'avais déjà écrit en fait le livre de l'histoire de son frère, et donc à ce moment-là, j'avais prévu d'écrire la suite. Tout le monde m'avait demandé, et comme Tahiti est arrivé, j'avais commencé à écrire la suite. Donc j'avais écrit l'été avant le départ de Tahiti, donc 2 mois avant sa maladie. Et j'avais bien avancé. Donc c'était la suite des aventures, c'était un truc très positif. Et 2 mois après, Tahiti part. Et là, je me dis, tout ce que j'ai écrit là, ça sortira pas. Parce que c'est plus possible de l'écrire comme j'aurais plus jamais cette innocence, je pourrais pas faire quelque chose de beau en sachant qu'elle est plus là. Enfin, de beau. De positif en sachant la suite. Donc j'ai fermé celui-là. Et je me suis dit, il faut que je fasse un livre qui parle pas que d'elle, parce que les autres ont une place dans sa vie. J'écris son histoire, du début. Voilà, et même si c'est que 2 ans, elle a une vie... et puis elle mérite qu'on connaisse sa vie, parce que ça a été une guerrière incroyable. Donc j'ai envie de lui rendre hommage, j'ai envie qu'elle laisse une trace. Alors certes, elle sera pas là pourrait pas faire une photo d'elle avec son livre comme j'ai fait avec Pacha, mais je pense que j'ai besoin c'est très dur. J'ai beaucoup de mal à l'écrire parce que j'ai des passages que je redoute. Donc des fois, je peux écrire que 2 pages et puis je pleure. Et donc du coup, je me dis on reprendra. Donc ça va être long, mais je sais que j'y arriverai parce que je lui ai promis. Donc on avance. Et qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers ce livre? Autant l'histoire de Pacha, elle était positive parce que Pacha, ça a été son combat à l'hôpital, à la clinique Veto, mais il est toujours là. Donc je disais aux gens, c'est triste, mais vous savez qu'il est là. Autant je pourrais pas leur dire ça avec Tahiti. Je peux pas leur promettre une histoire drôle. Mais à travers ce livre, je veux leur montrer déjà qu'on doit saisir la chance d'avoir son animal, et que ses petits défauts, moi elle avait un défaut, c'est qu'elle aboyait beaucoup quand on partait. Elle était chiante, mais vraiment elle était chiante. Et quand elle était toute petite, il y a des moments où elle m'avait vraiment fatiguée parce que et quand elle était malade, la première fois elle s'est mise à raboyer quand j'entrais. J'ai pleuré, mais de joie. Et cet aboiement-là, je me suis dit, mais en fait, pendant des années, je m'en suis plainte. Et aujourd'hui, je l'aime. Donc, à travers ce livre, j'ai envie de dire, mais en fait, aimez même les tout petits défauts. Aimez apprécier la chance, ne reculez pas non plus. Vous voyez, j'ai eu envie d'aller voir la mer avec elle. Je me suis écoutée, je l'ai fait. Et puis de vraiment vivre la vie à pleines dents comme elle le faisait, parce que c'est ce qu'elle a fait. Et en même temps, j'aborderai aussi la partie difficile de perdre son animal. Il y aura le après. Et j'ai envie aussi que les gens qui ont perdu un animal se reconnaissent aussi en se disant c'est dur, et ceux qui n'ont pas perdu d'animaux peut-être se rendre compte que ce sera dur. Je sais que c'est difficile quand on l'a pas perdu aussi de penser à ce moment-là, mais de savoir que finalement le présent il compte, et du coup si eux ils ont encore leur animal, ils se diront ouais, ça peut arriver du jour au lendemain, donc il faut qu'on profite. Et ceux qui l'ont perdu se diront je suis pas tout seul dans ma peine. Et peut-être aussi que
la maladie, les symptômes qu'a eu Tahiti, peut-être ça aidera d'autres gens à se rendre compte. Donc je me dis voilà, si ça peut aider d'autres gens, si ça peut faire du bien, et moi en même temps, bah, c'est ma façon de rendre hommage à ma chienne. Une des façons. Tu disais que du coup le fait de faire tes créations ou même du coup d'écrire en hommage à Tahiti, ça te permet de garder ce lien vivant, ce lien qu'il existe entre toi et elle. À côté de ça, qu'est-ce que ça t'apporte finalement toi pour ton deuil? Est-ce que tu trouves que ça t'aide à cheminer, à avancer? Je peux pas dire parce que, enfin, si, parce que franchement, si je serais pas debout si j'avais pas occupé mon esprit. Je serais pas debout. J'occupe mon esprit. Après, je sais pas si j'ai pas envie de faire mon deuil. C'est très contradictoire, hein, ce que je dis, mais j'ai pas envie de faire mon deuil parce que j'ai l'impression que quand on dit faire son deuil, alors c'est peut-être mon inconscient qui, voilà, je sais que c'est à tort, mais faire son deuil, ça veut dire bah voilà quoi, elle est partie, t'as accepté et c'est bon. Mais je peux pas accepter l'inacceptable. Donc je veux pas faire mon deuil. Elle est partie, je le sais, mais je suis persuadée à. Alors les cartésiens vont me haïr, mais je suis persuadée qu'elle est là, mais véritablement. Donc je peux pas faire le deuil d'un animal qui, à mes yeux, est toujours là. Je la vois pas. Elle me voit. Je la vois pas. Mais je vais vous dire un truc qui est. Alors certes, elle a un prénom qui est basique, enfin, qui est un nom qu'on peut entendre régulièrement plus que par exemple, je sais pas, Gaou ou Nila. Mais avant qu'elle parte, j'entendais des fois le mot Tahiti, bien sûr, mais là, tous les jours, à la télé, généralement, je tombe sur quelque chose qui parle de Tahiti. Mais toujours. C'est pas de temps en temps, c'est vraiment tous les jours. Ce midi, je l'ai encore eu, je l'ai eu avant-hier soir, je l'ai eu hier après. Mais vraiment, c'est fou. Donc je me dis, c'est pas possible, ça me rappelle tout le temps. Donc toutes ces choses-là font que, évidemment que je peux pas forcer, enfin, jamais à aucun moment je pourrais me dire, bah, je pense pas à elle une seconde. Je pense à elle tout le temps. Et je pense que faire un deuil, c'est aussi des fois, on se dit, bah tiens, on pense moins à lui, on pense moins à elle, et on avance. Mais moi, en fait, je me rends compte que je pense tout le temps à elle. Et j'ai une copine qui a perdu son chien juste avant moi. Alors, pas prévu, mais il était plus âgé. Et quand elle m'a dit, mais comment tu vas là? Et je lui dis, toi, mamie, moi, ça va mieux. Je commence à avoir des moments où je me rends compte que j'ai un peu moins pensé à lui. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, je pense tout le temps. Et je ne veux pas dire qu'on l'aime pas, hein, si on pense pas à elle, hein, je le sais, hein, c'est pas. Mais j'ai pris conscience que non, je pense à elle tout le temps. Mais en même temps, tout me rappelle. Donc je me dis, ça m'aide juste d'occuper mon esprit, ça m'aide à pas tourner en rond, à pas être. J'occupe mon esprit pour penser à elle. Je pense à elle de façon positive. Voilà, si je puis dire, ça aide de cette façon-là. Est-ce qu'il y a une chanson ou une phrase ou une image qui te fait penser immédiatement à Tahiti? Alors, les chansons, j'ai une playlist. On a fait une cérémonie individuelle et j'ai voulu faire une playlist avec toutes les chansons qui me faisaient penser à elle. Et donc, bah, il y en a plusieurs. Donc, j'ai retrouvé la playlist parce que de tête, il y en a certaines qui m'ont vraiment portée au moment de son départ. Et alors, dans le sens où moi je suis particulière, c'est quand je suis triste, j'aime écouter des chansons tristes. Voilà. Donc, il y a des gens, c'est l'inverse. Il y a plusieurs chansons. Je sais pas laquelle dire en premier quand même. Il y a Je reste de Ouidad. Alors, elle est pas très connue du tout. Mais cette chanson, elle est passée dans ma playlist quand j'ai perdu Tahiti, quelques jours après, par pur hasard. Bon, alors, c'est la perte de sa grand-mère, je crois, la chanson. Mais en fait, les paroles, c'est tellement elle. C'est tellement ce que je ressentais, en fait. C'était la sensation qu'on reste là. Et cette chanson, elle m'a poignardé le cœur parce que je me suis dit, waouh. D'ailleurs, un appel à tous les paroliers ou tous les chanteurs. Il n'y a pas de chanson vraiment quand tu perds ton animal. Non. Et donc, du coup, ça serait forcément des chansons de deuil d'humain. C'est ce qui est un peu difficile. Mais celle-là, c'est vrai que tu pouvais la transposer. Après, il y a aussi, il y a Les Anges de KRN, qui est une très belle chanson aussi, qui parle du départ. Et moi, j'avais la chanson que j'avais aussi, Loin de toi, de Lynn. Je la connaissais déjà d'avant. Et je savais que cette chanson-là, le jour où Tahiti partirait, ce serait dur. Mais voilà, il y en a plusieurs, hein, il y en a une dizaine dans la liste, mais je crois que
Les plus marquantes et les celles plus qui te marquantes. ramènent C'est le ça. plus à ton lien, parce qu'effectivement, il n'y a pas de chanson qui parle lors de la perte d'un animal, je te confirme. C'est toujours un lien humain, mais facilement transposable selon la chanson, parce que ça parle vraiment du lien émotionnel qu'il y a entre les personnes, qu'on peut transposer au lien qu'on a avec nos animaux de compagnie. Et c'est assez fou parce que quand essentiellement je reste de Widad, quand elle passe, je me mets je la chante et je me mets à pleurer parce que vraiment cette chanson, je me dis c'est exactement ça. Même elle dit une très belle phrase, elle dit dedans, je sais plus exactement, mais elle dit qu'elle pense que c'est elle qui lui envoie les fleurs sur son chemin, quoi, les fleurs qui fleurissent et le soleil, et que elle sait que c'est un signe pour l'aider à se reconstruire et à avancer tant qu'elle est plus là, quoi. Et c'est vrai que c'est des mots qui sont très beaux. Et après, il y a évidemment une chanson qui n'est pas du tout triste, mais dès que je l'entends, forcément, c'est Tahiti, quoi, de Kinvey. Oui. Cette chanson-là, je la mettais des fois à Tahiti, donc évidemment, quand elle passe, j'ai forcément une pensée pour elle à chaque fois. Mais elle est trop joyeuse pour que je l'écoute. Mais c'est vrai que pour le coup, là, oui, ça image bien le prénom de Tahiti. Voilà. Là, on peut pas y louper. Mais un peu plus joyeuse. C'est ça. Et si tu pouvais lui adresser un message ici, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais lui dire à Tahiti? Bah déjà, je voudrais lui demander pardon. Je sais qu'on doit pas demander pardon à un animal qui est parti. Je sais pas si j'aurais dû prendre la décision de son départ quelques heures plus tôt, quelques jours plus tôt. Enfin, jours, non, mais jours, je sais que non, mais quelques heures. Et j'ai beaucoup culpabilisé aussi de me dire, on sait jamais quand est-ce que c'est la crise de trop. Donc j'espère qu'elle a pas souffert. Je pense pas, mais c'est très difficile. C'est aussi ça dont on parle pas beaucoup, c'est qu'un humain, il peut ressentir, il peut nous dire, un humain quand on a le temps de lui dire au revoir, bien sûr, mais il a le temps de nous dire j'ai souffert, je souffre, j'ai mal, enfin, même s'il peut protéger et ne pas le dire, il peut le dire. Un animal, il dit rien. Il dit rien, donc on doit deviner. Mais nous, on peut interpréter des choses. Donc j'ai envie de lui demander pardon, alors que je sais qu'elle me pardonne parce qu'elle m'en veut de rien, je le sais. Mais c'est moi, égoïstement, qui, là, me dit, si je l'avais devant moi, je lui dirais pardon. Et évidemment que je l'aime et qu'elle est toujours là, mais toujours là. Et qu'elle a sa place et que tant que je vivrai, elle vivra. Voilà. Qu'aimerais-tu que l'on retienne de Tahiti à travers cet épisode? Que c'était... Alors autant tous les chiens sont uniques, autant elle, il y aura jamais... Enfin, de par sa taille, de par son gabarit qui était unique, hein, on en a pas... Des chiens comme elle, il y en a pas beaucoup. Donc j'aimerais qu'on retienne qu'elle était unique et qu'elle était courageuse. Parce que vraiment, elle a vécu avec en fait, elle a vécu avec deux maladies, une que j'ignorais, une que je connaissais, sans jamais rien montrer. Et je me dis, elle est une sacrée leçon de vie. Parce que je me dis, elle avait un cerveau rempli d'eau, elle avait deux reins à moitié atrophiés de naissance, enfin à moitié, tout a quasiment atrophié. Et la chienne, elle a vécu 2 ans en étant joyeuse, en courant, en croquant la vie comme une folle, et en ne montrant jamais, jamais une quelconque douleur. Et je me dis, bah, ouais, c'était une guerrière, ma chienne. C'était une sacrée guerrière. Et j'ai envie que les gens se souviennent d'elle comme ce petit rayon de soleil qu'elle était. Et encore aujourd'hui, les gens qui nous suivent me mettent, à nous aussi, elle nous manque. Je sais qu'elle leur manque véritablement. Parce qu'elle était vraiment très, 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 très pétillante. Et aujourd'hui, je me dis, c'est dommage, les gens que je rencontre aujourd'hui, ils sauront, et qui l'ont pas connue, sauront jamais, mais à part avec mes mots. Elle continue d'exister à travers toi. C'est ça. Quel message tu aimerais adresser aux personnes qui soit sont actuellement en train d'accompagner un animal qui est malade ou qui est en fin de vie, ou qui vivent la même chose que toi et qui ont perdu un animal de compagnie récemment? Qu'est-ce que tu aimerais leur adresser comme message? Bah déjà qu'ils ont le droit d'être tristes, qu'il n'y a pas de durée, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de hiérarchie dans la tristesse, il n'y a pas d'obligation. On a le droit de pleurer, on a le droit de pas pleurer. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui pleure énormément. Je sais que j'ai des proches qui, eux, quand ils perdaient quelqu'un, ils pleuraient pas. Et ils auraient aimé pleurer. Parce que des fois, ils se disent, ben, je pleure pas, donc ça veut dire que non. Même les gens qui pleurent pas sont tristes. Donc, en fait,
J'ai envie de leur dire, vous avez le droit d'être triste et il n'y a pas de règle. Vous êtes comme vous êtes, votre chagrin, il est légitime, votre peine, elle est légitime. Vous n'êtes pas seul, surtout, il y a énormément de gens qui vous comprennent. Alors peut-être pas forcément autour de vous, mais vous n'êtes pas seul. Et ça, faut le savoir parce que moi, j'ai la chance de savoir que malgré tout, il y avait beaucoup de gens qui me comprenaient plus que l'inverse. Donc c'est une chance énorme. Et j'ai envie de dire, ceux qui comprennent pas, on s'en fout. Est-ce qu'ils valent vraiment la peine qu'on s'intéresse à eux s'ils acceptent pas que des gens soient tristes? Je sais que c'est pas drôle d'avoir des gens tristes autour de soi. C'est vrai, c'est pas drôle. Mais malheureusement, la vie, c'est pas que de la joie tout le temps et il faut pas obliger les gens à être tout le temps heureux. Et cette étape du deuil, elle est nécessaire et elle prend le temps qu'il faut. Et c'est pareil, il y a aussi ceux qui disent faut reprendre un animal ou faut pas en reprendre, c'est la même chose. On peut pas juger. Moi, je veux pas reprendre de chien. Déjà, j'en ai beaucoup. mais je veux pas pour l'instant. Déjà, je crois que je pourrais plus à cause de la maladie qui m'a détruite. Mais certains reprennent tout de suite. Voilà, c'est pareil. Il n'y a pas de règle. Vous faites votre deuil comme vous pouvez. Et je pense que, et j'espère que de là-haut, nos animaux, ils s'éclatent, c'est tout. Ensemble. Eh bien, merci du fond du cœur, Lucile, pour ta confiance, pour ton partage et pour la beauté de cet échange. Tahiti, elle continue de briller à travers ton histoire, votre histoire, ton souvenir et l'amour immense que tu lui as apporté chaque jour jusqu'au dernier jour. Merci.